Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de la perversion narcissique comme déni de l'intimité. D'abord, questionnons-nous, qu'est-ce que l'intimité? Eh bien, si on regarde au dictionnaire, l'intimité, c'est le caractère intérieur et profond d'une relation. C'est une relation qui est familière, où il y a de l'union, et où il y a un confort d'être soi, tout à fait en sécurité avec soi et l'autre. Et donc, si on essaye maintenant de comprendre l'intimité et la relation à la perversion narcissique, eh bien, ce qu'on peut observer, c'est que la perversion narcissique est un déni de l'intimité avec soi d'abord. La personne qui présente un profil pervers narcissique refuse toute intériorité, toute relation avec ses sensations, avec ses émotions, avec ses besoins. Elle n'a pas d'empathie pour elle-même, car elle s'est coupée de son corps pour survivre. Cette personne n'a donc pas pu constituer d'identité. Elle fonctionne un peu comme un robot et se raccroche au pouvoir sur l'autre pour survivre. Elle exerce une prédation de ses ressources, elle l'exploite pour pouvoir donner un semblant d'identité. Ce pouvoir est pour elle une défense contre des peurs profondes, la peur notamment de l'anéantissement par l'autre. Cette personne se protège de la peur en attaquant l'autre pour ne pas être attaquée. C'est une peur issue des traumatismes de son enfance et cela explique le machiavélisme, le calcul constant pour obtenir plus de pouvoir et détruire l'autre. L'autre présente inconsciemment pour la personnalité perverse narcissique, homme ou femme, une menace pour sa survie. Qu'en est-il de l'intimité avec l'autre? Le déni de l'intimité dans la relation de couple avec un pervers narcissique ou une femme perverse narcissique se traduit par un évitement de toute relation à caractère authentique et sincère. La relation à l'autre est basée sur le mensonge. Le ou la perverse narcissique fait croire à l'autre qu'il le désire, qu'il désire la relation par exemple, en le flattant, en lui disant par exemple qu'elle est, elle ou il est exceptionnel. Il lui offre des cadeaux extraordinaires, donc il l'achète, il corrompt la personne pour la mettre sous son emprise. Il lui fait des promesses qu'il ne tiendra pas. C'est donc une séduction de type manipulatoire, car en réalité, le ou la perverse narcissique éprouve une phobie de toute intimité et il n'est pas conscient de cette phobie puisqu'il est dans le déni de l'intimité avec soi. Cela se traduit par une distance froide. Il ne laisse pas l'autre connaître ce qu'il ressent et ce qu'il pense réellement. Par contre, il incite l'autre à se confier pour connaître ses failles et s'y engouffrer, exploiter ses ressources. C'est sa méthode pour obtenir le pouvoir. Une fois la proie séduite, il manifeste ouvertement sa phobie de l'intimité parce qu'il refuse le dialogue. Il n'écoute pas les émotions, les besoins et les désirs de l'autre. Il ne respecte pas ses limites. Il évite aussi l'intimité en étant absent physiquement ou émotionnellement. Il prive l'autre de toute tendresse, de toute connexion émotionnelle pour l'affamer et le rendre dépendant de lui. Cela se traduit aussi par une sexualité dépourvue de toute intimité. C'est un acte purement mécanique pour évacuer ses tensions et faire sentir à l'autre qu'il est un objet pour lui. C'est donc un acte purement dévalorisant où l'autre est rabaissé à l'état de chose et une chose qui est exploitable, manipulable à merci. Ce refus de toute intimité pousse sa proie dans le piège de l'addiction relationnelle car elle tente de comprendre ce qu'il ressent, elle s'oublie pour lui, elle marche sur des œufs pour qu'il s'apaise et s'ouvre à elle, mais en vain. Par contre, il est tout en extériorité.
Il affiche ses attributs de pouvoir, son autoritarisme, son pouvoir matériel, financier, relationnel, pour intimider sa proie et la faire taire. En la rendant dépendante de son pouvoir, il peut exercer sur elle une emprise, et donc si elle n'obéit pas à tous ses dictats, eh bien il manifeste des représailles dans la relation. Elle ne peut ni exister, ni manifester ce qu'elle ressent, ses émotions, ses besoins et son désir propre, sinon c'est des représailles. Dans cette extériorité, il exerce un jeu de pouvoir où il peut se présenter en sauveur par moment, et donc à ce moment-là, il offre des cadeaux, un semblant de soutien. Et si par contre il est dans le rôle de persécuteur, dans le triangle de Karpman, eh bien ce sera alors les critiques, la dévalorisation, la culpabilisation, avec des phrases assassines par exemple. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu peux bien faire ça. Tu es une égoïste, un égoïste. Si tu m'aimes, tu te sacrifies pour moi, etc. Tu es fainéant, tu n'arriveras à rien. Ces violences verbales sont des représailles qui sont exercées si sa proie veut rechercher une quelconque autonomie, affirmer son existence propre. Elle n'a pas le droit d'avoir une existence propre en réalité, une quelconque autonomie, ni le droit à une intimité avec lui, avec une intimité avec elle-même. Donc, elle n'a pas le droit d'écouter ses propres émotions, ses besoins, ses désirs, ses aspirations propres. Et donc, il la contrôle à tous les niveaux pour l'en empêcher. Par exemple, choisir ses vêtements, choisir sa carrière, choisir ses hobbies, choisir ses amis, etc. Qu'en est-il maintenant de l'intimité dans la relation du parent pervers narcissique avec son enfant? Le pervers narcissique, homme ou femme, nie l'intimité avec son enfant également, en lui refusant également toute manifestation d'émotion, toute manifestation, toute expression de ses besoins, de ses désirs propres. Si l'enfant ose exprimer une émotion, il subit des représailles et cela se manifeste souvent par des critiques dévalorisantes, culpabilisantes, sous forme aussi de crises de rage disproportionnées, donc de violences physiques, parfois verbales, un peu les deux, mais c'est toujours dans le cadre privé. La relation n'est pas naturelle, elle n'est pas simple, il n'y a pas de familiarité. L'enfant doit être une sorte de petit soldat et juste obéir comme un robot. Il est instrumentalisé par le parent comme un trophée, un faire-valoir pour ses qualités, mais il est nié en tant que personne. Il n'a pas le droit d'être lui-même et d'être vulnérable. Il ne reçoit pas l'attention pour sa personne, il ne reçoit pas de douceur, de tendresse, et donc n'établit pas un lien de sécurité avec son enfant. L'enfant doit se comporter comme un petit adulte, un adulte parfait, hyper adapté, et il doit s'y conformer pour survivre. Il prend donc des responsabilités qui ne correspondent pas à son âge. Il se sacrifie pour le rôle que le parent pervers narcissique lui a assigné, dans l'espoir d'être un jour aimé, reconnu pour lui-même, mais ça n'arrive jamais. Sa tyrannie s'accompagne de cruauté et d'imprévisibilité. Il inverse les rôles et il se victimise auprès de l'enfant qui devient le parent du parent. L'enfant craint ces plaintes qui ne sont pas sincères. Bien sûr, il sent que ce n'est pas sincère, mais il n'ose pas évidemment se démarquer, prendre distance, parce que s'il se démarque, il subira des représailles. Donc, il est amené à protéger son parent, et c'est le syndrome de Stockholm. Il perd donc toute intimité avec lui-même,
Et le déni de l'intimité dans la relation du parent pervers narcissique avec l'enfant peut amener beaucoup d'intrusions, notamment par exemple l'intrusion de la sexualité adulte dans le monde de l'enfant. Il exhibe par exemple son sexe devant l'enfant. Il introduit l'enfant dans sa vie sexuelle, il laisse les portes de la chambre ouvertes, il amène ou elle amène l'enfant chez la maîtresse ou chez l'amant. Et donc, cette intrusion, elle se manifeste de toutes les façons. Ça peut être aussi, par exemple, ne pas autoriser l'enfant à avoir de chambre personnelle, choisir ses habits seuls, avoir un journal intime, avoir des conversations privées avec l'autre parent après la séparation, s'il y a eu séparation. Il dort avec l'enfant, parfois jusqu'à la fin de l'adolescence, en niant ainsi toute autonomie à l'enfant et puis à l'adolescent. Alors, dans la société, que peut-on observer de similaire? Eh bien, le déni de l'intimité dans notre société moderne se traduit par la survalorisation de l'extériorité, le paraître, la consommation à outrance. Donc, cela favorise la déconnexion du corps, des sensations, des émotions, des besoins propres. L'excès d'usage des nouvelles technologies favorise également cette déconnexion, une perte d'identité. Le risque est alors de devenir de plus en plus manipulable et être l'objet d'abus de pouvoir. L'usage des écrans, à outrance bien sûr, réduit l'intimité des relations dans le couple, dans la famille, et cela vulnérabilise celle-ci au risque de voir beaucoup plus de séparation suite à une perte de toute capacité à dialoguer avec soi d'abord et puis avec l'autre. Quelle est la solution pour faire face à tout cela? Eh bien, c'est de rétablir le droit à l'intimité avec soi. S'autoriser d'abord soi-même à s'arrêter pour observer son ressenti, se reconnecter à son corps, à ses sensations, à ses émotions, à ses besoins. Il est important de sentir ses limites et de les respecter. Redéfinir ce qui est important pour soi, quel sens donner à sa vie. Eh bien ça c'est essentiel évidemment, ça fait partie de la reconstruction de son identité. Chercher des liens sécurisants qui aident à rétablir le lien avec soi, la sécurité intérieure, la capacité d'auto-apaisement et la capacité à accéder à ses ressources internes ou externes. C'est important aussi de sentir ce qui est bon pour soi et de le suivre. Et donc, ça passe par la connexion au corps et par la corrégulation, donc dans la relation à l'autre, de ses émotions. Il est important d'apprendre aussi à identifier son ressenti et donc connaître c'est quoi une émotion, c'est quoi un besoin. Et ça s'apprend. Si on ne l'a pas appris dans le passé, on peut l'apprendre aujourd'hui à l'âge adulte et donc s'intéresser à ça. On a la pyramide de Maslow qui nous donne une bonne idée de ce qu'est un besoin fondamental qui est bien sûr différent d'un désir, puisque un besoin fondamental, comme ça le dit, c'est vital, c'est fondamental. Et donc, c'est important d'écouter les besoins qu'il y a en nous. Ils se traduisent à travers nos sensations pénibles, nos émotions pénibles quand ils sont frustrés. Prenons un exemple, le besoin de sécurité, eh bien, ça va se traduire par de l'anxiété, par exemple. Et donc, cette anxiété, eh bien, elle est présente dans le corps sous forme, par exemple, de tremblements, de transpiration, de palpitations. Ça, c'est au niveau du corps. Et si ces sensations sont présentes, eh bien, elles peuvent traduire l'émotion de peur. Et donc, eh bien, l'étape suivante, c'est de prendre soin de ce besoin de sécurité et donc d'apprendre à apaiser son corps, à apaiser son système nerveux. Ma dernière vidéo vous donne quelques pistes pour y arriver. Apprendre à observer son ressenti, c'est
aussi apprendre à observer le ressenti des autres. Et donc, à travers le ressenti des autres, se connecter à leurs émotions, à leurs besoins, pour établir un réel dialogue avec l'autre. Et c'est à travers ce dialogue qu'on peut établir un lien sécure avec soi-même et avec l'autre. Et dans ce lien sécure, eh bien, apprendre à négocier dans le respect de soi et dans le respect de l'autre. Donc, on rétablit ainsi le lien d'intimité, et ce lien d'intimité commence avec soi-même. Poser plus de questions à l'autre, c'est d'abord une façon de s'intéresser à lui, mais c'est surtout aussi une façon d'observer s'il y a de la manipulation dans la relation, des stratégies d'emprise. Et connaître ces stratégies d'emprise est vraiment utile de façon à pouvoir établir une relation saine, authentique, sans se mettre en danger. S'autoriser à dire non, à prendre distance si c'est une relation destructrice que l'on peut observer, eh bien c'est essentiel aussi. Donc pour pouvoir protéger son intimité et donc protéger ses émotions, prendre soin de soi et aller dans le sens de ce qui est bon pour soi, puisque dans la relation d'emprise, eh bien, le pervers narcissique n'autorise pas, ne donne pas le droit à sa proie d'avoir une intimité avec elle-même et certainement pas une intimité avec lui, puisqu'il a une phobie de l'intimité et donc un refus de tout dialogue, de toute remise en question, et donc la relation est impossible. La relation en tant que reconnaissance réciproque, reconnaissance des émotions, des besoins et des désirs de chacun. Et donc, cette relation ne peut être que destructrice. Si vous voulez en savoir plus, eh bien, vous pouvez lire mon livre « Les victimes de pervers narcissiques, guérir le traumatisme » où je parle justement de cette notion de l'intimité avec soi à travers la compréhension des émotions, des besoins de notre système nerveux et de la façon de retrouver une capacité à prendre soin de soi. Et donc, j'utilise la théorie polyvagale pour donner un cadre théorique qui permet de mieux comprendre ce qu'est la prise en considération de ces émotions, de ces ressources internes ou externes pour prendre soin de soi et ne plus se laisser entraîner dans une relation d'emprise. Vous avez également 100 questions-réponses, le même titre, Les victimes de pervers narcissiques, guérir le traumatisme, et dans la collection 100 questions-réponses, également chez Ellipse. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien vous pouvez mettre un j'aime sous la vidéo et je vous souhaite une bonne journée.